à l'heure. Il est pas libre. Voilà, nous sommes sur TV Debout en direct live, toujours de la place de la République à Paris. C'est toujours la nuit debout. Vous venez de voir un petit peu de l'Assemblée Générale et des débats passionnants qui s'y tiennent. Je suis maintenant avec Sophie Vanish. Bonjour. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS en histoire et spécialiste de la Révolution française. C'est bien ça? C'est ça. Alors, tu es venue, j'imagine, en curieuse et peut-être en soutien de ce mouvement. Si tu peux nous dire ton sentiment, parce que bien sûr, je vais t'interroger dans un instant un peu sur la Révolution française et peut-être sur des parallélismes qui pourraient se faire avec la Nuit debout et surtout sur le statut de la violence révolutionnaire, puisque la violence commence à intéresser de plus en plus les médias dominants, inquiéter de plus en plus la Nuit debout. Donc on parlera de ça dans un instant. Mais d'abord, peut-être le sens de ta présence ici, ton sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ces places, partout en France et ailleurs. Alors, ma présence ici aujourd'hui, c'est pour la 4e fois. Je suis venue le dimanche de la première semaine. Et puis je suis revenue à 2 reprises. Jeudi, où il y a eu des soucis importants de répression d'une manifestation, et donc où il y a eu beaucoup de gaz lacrymogènes qui nous ont fait quitter la place très rapidement. Et puis vendredi, où il y avait au contraire la possibilité de commencer à élaborer des choses intéressantes. Alors je viens en tant que citoyenne et aussi en tant que, je dirais, militante, parce que ma manière de penser mon travail, c'est à l'articulation d'une situation politique et du travail de recherche, et que dans une certaine mesure je suis plongée dans une situation in vivo qui correspond à ma recherche, puisque je travaille sur le rapport passé-présent de la Révolution française aux situations d'aujourd'hui, en questionnant ce que peut être l'éthos démocratique. Alors je trouve qu'ici c'est assez extraordinaire, et que surtout l'élaboration est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'entre le moment un peu magique, un peu même incroyable, parce qu'il faisait très mauvais temps quand même, de la première séance du 31 mars à maintenant, il y a une élaboration politique qui est extrême et une possibilité de fabriquer ce forum qui est tout à fait singulière et qui est une forme à part entière qui n'a pas existé auparavant sur les autres phénomènes de place. Parce que en fait, le fait d'être passé de la question des âgés à proprement parler à la possibilité de fabriquer des commissions, c'est une manière de réfléchir à l'intensification de l'élaboration collective par petits groupes, et c'est quelque chose qui articule ce que moi j'appellerais quand même du vertical et de l'horizontal, parce qu'une fois qu'il y a une commission, il faut un représentant de la commission à l'AG, et donc il y a un début de verticalité qui est assumé, même s'il n'est pas nommé comme tel, et je pense que c'est extrêmement important parce que ça permet de montrer qu'on a besoin des deux formes. Voilà. Et il se trouve que les gens dans les commissions sont extrêmement formés en fait. C'est-à-dire qu'on sent que depuis 15 ans, on a diffusé des stocks de choses dans la société, soit par des maisons d'édition indépendantes, soit par des universités populaires, soit par des émissions de radio. Enfin, tout le travail qui a été fait en amont, on voit qu'ici, il a vraiment porté et que les gens savent de quoi ils parlent. Donc pour le moment, on est dans le moment de l'échange, et il va y avoir sans doute un moment de cristallisation. Je ne sais pas quand il aura lieu, il sera important, et je pense qu'il faudra avoir un peu suivi ce qui s'est passé pour pouvoir participer aussi de cette cristallisation. Alors tu parlais à l'instant de l'efficacité ou de l'utilité plutôt des maisons d'édition indépendantes et de ce travail préalable de formation des esprits, d'éducation populaire. Tu as publié un livre, La liberté ou la mort, essai sur la terreur avec un grand T, celle de 1793, en tout cas de la Révolution française, et le terrorisme. C'était à la maison d'édition La Fabrique, qui est une de ces maisons d'édition indépendantes très engagées de Éric Hazan. Et alors du coup, en tant que spécialiste de la Révolution française et de sa violence, ou du rôle de la violence populaire dans celle-ci, est-ce que tu vois des parallèles, ou est-ce qu'on est vraiment tellement dans une époque différente qu'il n'y a plus de leçons à tirer pour un mouvement comme Nuit debout de ce qui s'est passé entre 1789 et je ne sais plus quelle date? Alors je pense qu'il y a à utiliser la Révolution non pas comme un modèle mais comme un laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de questions qui dans l'histoire sont récurrentes, et en particulier la question de la maîtrise de la violence et de ce que moi j'appelle, mais ce qu'appellent aussi les révolutionnaires, la retenue de la violence. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'éminemment populaire dans l'expression « retenez-moi ou je fais un malheur ». Donc l'homme qui s'écrit
ou la femme, mais c'est plutôt les hommes. Retenez-moi où je fais un malheur, c'est qu'il a conscience que la violence qu'il habite pourrait être destructrice et qu'il faut soit des amitiés, soit des institutions qui le retiennent de détruire parce que ça serait destructeur pour lui-même. C'est une conscience qui est très forte dans la période de la Révolution française et que quand même très forte aussi ici, dans la mesure où il y a le sentiment que basculer dans la violence, c'est dans une certaine mesure échouer dans le projet révolutionnaire qui est éminemment un projet de vie. Et ce qu'on voit ici, c'est finalement toutes sortes de manières de penser la vie, de l'améliorer. L'améliorer par une meilleure éducation, l'améliorer par une meilleure constitution, l'améliorer en tenant compte de l'écologie. Enfin, les bonnes révolutions sont des révolutions pour la vie. Et donc basculer dans la violence, déjà, c'est introduire du mortifère. Donc les gens qui sont vraiment révolutionnaires, souvent, sont favorables à la retenue de la violence. Après, la violence, parfois, elle peut être attisée par les contre-révolutionnaires. Et donc là, il y a quelque chose de difficile à retenir. Et puis, il y a quand même une partie de la tradition révolutionnaire qui n'est pas la tradition de la Révolution française, qui considère qu'à un moment donné, c'est uniquement par la violence qu'on peut faire avancer un certain nombre de choses. Donc ce débat, aujourd'hui, il est lié à un débat entre plusieurs traditions révolutionnaires qui sont un peu antinomiques, mais qui s'élaborent les unes les autres. Il y a un livre, un roman qui est sorti cet automne, qui s'appelle Assaïra de Denis Lachaud, qui essaye dans un imaginaire contemporain d'articuler les différentes traditions. Celle de la Révolution française, celle des années de plomb italiennes, celle de l'histoire russe et soviétique après, et qui essaye d'articuler différentes manières de voir comment il peut y avoir besoin en fonction des lieux d'une coexistence dans certains lieux de campement comme ça, dans certains lieux il invente un objet qui serait une sorte de couperet pour des assassinats ciblés, des très grandes figures. Donc il y a un imaginaire qui est complexe aujourd'hui de la violence et on est confronté à la difficulté de faire la part de ce qui est légitime et illégitime. La fascination pour la mort ou pour la violence en tout cas est en général ou a été à un moment considérée comme plutôt de tradition fasciste. Le fameux cri vive la mort qui était effectivement l'inverse de ce que prônent en général les révolutionnaires, à savoir la vie. Est-ce que bien sûr dans des temps de désespoir, dans des perceptions parfois d'un mouvement social qui pourrait tourner en rond, la violence est une façon aussi d'essayer de déboucher sur autre chose. Mais ce faisant, elle peut apparaître comme contre-productive, comme une façon de cliver et de faire perdre aussi le terrain dans l'opinion publique. Alors, de toute manière, la violence, elle est toujours clivante. Soit le clivage a une limpidité pour tout le monde et ça donne une situation où il y a des groupes sociaux qui s'affrontent et la violence, elle est vraiment un affrontement des groupes sociaux. Soit elle a effectivement des effets de ce qu'on pourrait appeler de soleil noir, de choses qui viennent obscurcir la situation révolutionnaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent aussi dans l'histoire des révolutions. Donc en gros, le moment où la violence devient nécessaire est toujours quand même pour une part un moment d'échec et de danger pour la révolution elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui, ils ne sont pas très nombreux, partent en général le soir pour aller soit se confronter avec les policiers au nom d'un apéro-valse ou d'un on va à l'Élysée ou on va aider des réfugiés, mais qui vont d'abord se confronter à la police et qui parfois, se faisant ou en chemin ou à la place, cassent des vitrines qui sont supposées représenter des symboles. On va casser la vitrine d'une agence bancaire parce qu'on vise les banques, etc. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans ? Alors là, il y a quelque chose qui se joue à plus d'un acteur. L'enjeu de la répression du pouvoir est extrêmement important parce que les gens radicalisés dans cette violence-là, c'est des gens qui ont été extrêmement réprimés, en particulier dans le mouvement lycéen et le mouvement étudiant. Donc c'est une réponse déjà à la violence répressive, à l'oppression subie. Et d'autre part, il y a une espèce de jeu malsain de la part du pouvoir parce que on a le maintien de l'ordre qui est assez efficient pour protéger les demeures des gouvernants et en particulier de Valls pour jeudi dernier, là où moi-même j'ai reçu pas mal de gaz lacrymogène avec une détonation qui donne une ambiance de guerre. Mais d'autre part, dans certaines soirées, ils laissent faire dans le 19e la destruction de toutes les banques, alors qu'ils avaient suivi les manifestants assez longuement. C'est ce qu'a dénoncé la CGT Police, qui a dit et donc il y a quelque chose d'une instrumentalisation, et où effectivement, sachant que ça pourra donner une mauvaise image, on laisse faire. Et donc il y a quelque chose qui est extrêmement délétère de la part du pouvoir. Ce qui ne m'étonne pas
pas vraiment, parce qu'ils ont quand même agi d'une manière extrêmement délétère également à Sivens. Et qu'on a beau dire et beau faire, il y a quelque chose de la capacité d'un État à retenir lui-même la violence, parce que c'est sa fonction, qui aujourd'hui n'est pas assurée. Mais ça, c'est un formidable argument contre ces expéditions de confrontation, parce que si l'État y a intérêt, s'il laisse faire en partie pour justement mieux discréditer un mouvement, ou le couper en tout cas de ses bases populaires, c'est le meilleur argument qu'on puisse servir pour dire il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est pour ça que le fait de débattre de l'usage de la violence est extrêmement important, parce que la question c'est quelle violence et quel usage. Alors dans la Révolution française, en revanche, on a eu une situation très différente, puisqu'on était au balbutiement de la société démocratique, on en était encore très loin, on se libérait du joug féodal ou monarchique ou absolutiste, et la violence populaire a joué un rôle très fort. Mais tu parlais quand même d'un mouvement ou du révolutionnaire qui cherchait à retenir. On a l'image de la terreur, de la guillotine. Ce que tu dis dans ton livre est assez différent de ce cliché que nous avons. Alors en fait, les révolutionnaires français ont toujours cherché à retenir la violence, parce qu'ils n'ont jamais considéré qu'elle était quelque chose d'anodin, mais au contraire qu'elle constituait une sorte de brûlure pour l'ensemble du peuple révolutionnaire. C'est-à-dire devoir agir la violence, c'est se brûler soi-même. Donc en fait, il y a une retenue de la violence, en particulier de la violence sur les corps, même si elle a lieu aussi, qu'il y a aussi des massacres, mais ils sont souvent le plus souvent ils sont désavoués. Et quand ils ne sont pas désavoués, en fait, il va falloir repérer qu'est-ce qui s'est joué dans cette violence physique. Mais là, tu parles de la violence spontanée des masses, pas de celle institutionnelle. Non, je parle de la violence spontanée des masses, ouais. Celle qui a lieu dans ce qu'on appelle les émeutes populaires ou les massacres populaires. Donc ça, dans les deux cas. La plupart du temps, c'est effectivement retenu avec une pensée assez fine de la nécessité de ne pas basculer dans le carnage, et que le propre d'un peuple libre, c'est justement de ne pas avoir à basculer dans le carnage. Cette retenue, elle s'exprime chez les intellectuels, chez les bourgeois, ou aussi dans le peuple lui-même? Elle s'exprime chez ceux qui sont politisés dans les sociétés populaires. D'accord. Alors après, est-ce que les sociétés populaires sont réellement populaires au sens du petit peuple? Elles sont mixtes. Elles sont un peu comme à l'image de cette place, c'est-à-dire où on va avoir toutes sortes de personnes. Donc c'est dans ces lieux-là que quelque chose s'élabore et qui va pouvoir ensuite être diffusé de manière assez forte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la population retient sa violence, mais les révolutionnaires mettent en place une violence institutionnelle assez impressionnante? Alors, la violence institutionnelle, elle est liée à un énoncé Enfin, elle n'est pas liée à cet énoncé, mais il y a un énoncé qui permet de l'éclairer, qui est l'énoncé de Danton, quand se met en place en mars 1793 le tribunal révolutionnaire. Et il dit « Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des institutions qui soient des institutions de justice extrêmement inflexibles, de manière à ce que le peuple n'ait pas le sentiment d'être trahi, et qu'il n'ait pas lui-même à aller faire justice dans les prisons, ce qui s'était passé au moment des 10 massacres de septembre, qui sont en fait des jugements improvisés face à ceux qu'on considère comme les criminels de l'insurrection du 10 août, c'est-à-dire ceux qui ont tiré, qui n'auraient pas dû tirer, etc. Bon. C'est la même problématique qu'à la Libération en 1945. Oui, voilà. Donc il y a quelque chose, même s'il faudrait élaborer un peu quand même la comparaison, il y a quelque chose qui se joue de retourner une violence qui pourrait se déchaîner en la concentrant sur des institutions qui vont justement permettre de la retenir. Ce qui fait que les institutions de terreur, contrairement à ce qu'on peut avoir comme discours qui est anti-révolutionnaire d'après la Révolution, c'est des institutions qui ont permis de concentrer la terreur et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de massacre généralisé. Alors de deux manières, en mettant les gens en prison, ou des gens comme ça bien sûr, on met les gens en prison